Entre 60 et 70% des bâtiments parisiens ont été construits au milieu du 19e siècle, sous le règne de Napoléon III, soi-disant le premier président français quand même. La capitale avait besoin de rénovation, d'élargir ses rues, de créer des nouveaux systèmes d'égouts, des systèmes de chauffage, parce que la population grandissait grâce à l'industrialisation et l'afflux des personnes de différentes régions. Oui, c'était quasi le grand remplacement. Et l'infrastructure médiévale de Paris, elle tenait plus le coup. Paris est une ville labyrinthique, à la fois pittoresque, avec des hôtels particuliers, mais surtout insalubre et dangereuse, faite de rues étroites, surpeuplées et où il est difficile de circuler. Les Parisiens, ils construisaient même des bâtiments sur les ponts de Seine. Ouais, après, ils s'effondraient souvent. Tous ces ponts sont lotis, c'est-à-dire pourvus d'habitations. Aujourd'hui, on dit que Paris c'est dense, tu sais, quand tu es dans le métro, tu le ressens. Mais à l'époque, c'était 5 fois plus dense. On a atteint une densité de population de 100 000 personnes au kilomètre carré. Alors qu'aujourd'hui, c'est 20 000. Vous imaginez 100 000 personnes. Et en absence de système d'égout, les gens, ils vidaient leurs déchets par la fenêtre. Tu sais, en criant « Attention !» juste avant de le faire, pour pas que quelqu'un se le prenne. Mais une fois sur deux, quelqu'un se le prenait. Paris se sentait horriblement mauvais et était envahi par la saleté et pire, des épidémies comme la peste. Et la grande épidémie de la peste qui a eu lieu en 1848, c'était vraiment la goutte de trop. Napoléon III décide alors de refaire complètement la ville et il confie ses tâches à Eugène Haussmann. Alors ça a beau être le premier président de la France, mais ça n'a pas été démocratique du tout là. Non, les terres des Parisiens ont été réquisitionnées sans aucune compensation la plupart du temps. Une loi du 3 mai 1841 qui permet l'expropriation sur simple décision des autorités. Paris est un exemple éclatant d'architecture impériale et totalitaire. Après, sous démocratie, réaliser une reconstruction d'une ville aussi immense que Paris, ça aurait été impossible. Ah oui, à l'époque, les manifs, c'était pas à l'ordre du jour. Et les Parisiens, ils détestaient Haussmann pour cela. Et encore même aujourd'hui, il y a plein de gens qui le détestent. Après, on n'en parle pas beaucoup. Entre 1851 et 1869, une ville de 2 millions d'habitants a été complètement détruite et reconstruite à nouveau. Il y avait une vitesse de reconstruction qui était juste incroyable. En moins de 20 ans, on perce 70 voies nouvelles. On crée ou élargit 9 ponts. On construit 40 000 immeubles. Aujourd'hui, on a du mal à y croire. Ah ouais, et les mecs, ils bossaient jour et nuit. Tu sais, à côté, Hidalgo, avec son Paris plein de chantiers, c'est une petite joueuse. Haussmann détruit. Et pas qu'un peu. Et à cause de cette refonte de Paris au milieu du 19e siècle, en fait, la ville de Paris ne présente quasi pas de centre-ville historique, comme dans d'autres villes européennes. Le Paris des 16e et 17e siècles est quasiment rayé de la carte. Il subsiste aujourd'hui très peu de ce Paris d'avant. Oui, il y a très peu de vieilles maisons médiévales comme ça. L'histoire a été réécrite et reconstruite. Haussmann pensait que la ville doit être un ensemble harmonieux. Tout doit s'accorder, comme on le voit ici. Tous les bâtiments, on dirait que c'est du Paris tout même. Les balcons, le toit incliné. Et c'est justement pour cela que Paris est aussi homogène et reconnaissable. Ah oui, les vues de Paris, c'est super connu dans le monde entier. Et ça, c'est grâce à Haussmann. Bonjour tout le monde. Alors, ça va, ça se passe? Et non, toutes les architectures de Paris et de Moscou ne sont pas aussi impressionnantes que la Tour Eiffel ou la Place Rouge. Ah oui, dans les deux villes, vous allez trouver des quartiers dortoirs ennuyeux et des banlieues dégueulasses. Dans cette vidéo, on va explorer les bâtiments et les architectures fascinantes de Paris et de Moscou. Et pour le faire, on va se téléporter entre Paris et Moscou. Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous préférez Paris ou Moscou pour voir quelle ville vous avez préférée? Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'architecture incroyable de ces deux villes? Alors, c'est parti! L'architecture de Paris vs Moscou. Moscou possède aussi très peu d'architecture médiévale. Et tout ça parce qu'en fait, il y a eu un grand incendie en 1812. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre le feu à toute la ville pour pas qu'elle tombe entre les mains de l'armée française de Napoléon à l'époque. Ouais, ça c'est bien à la russe, ça. Genre, ils n'arrivent pas à défendre la ville et ils font « Si ça c'est pas à nous, ça sera à personne ». D'ailleurs, c'est un bon conseil pour tous les pays colonisés. Si vous voulez pas qu'un colonisateur colonise votre pays, mettez le feu, détruisez votre pays, comme ça personne n'en voudra. Je vous jure, Napoléon, quand il est arrivé à Moscou en 1812, il pensait conquérir la capitale, mais il a été dégoûté. Il est arrivé en mode genre, wesh les gars, ils sont où les magasins? Il y a quelques trucs à bouffer, des restaurants. On a fait Paris-Moscou à cheval, c'est pire que le RERD. J'ai le dos en compote, il n'y a pas un canapé, tout a cramé. Et du coup, vu qu'ils avaient super froid et rien à manger, ils ont beaucoup souffert et ils n'ont pas pu envahir la Russie. Et donc, depuis le 19e siècle, la ville de Moscou a été complètement reconstruite. Et le premier grand mouvement architectural qui a émergé en Russie avec l'arrivée des bolcheviks et des communistes
fut le constructivisme. Un des très bons exemples de constructivisme, c'est la maison de Melnikov, un ingénieur soviétique qui est devenu très connu grâce à l'exposition en 1925 à Paris. Il a d'ailleurs construit un gros pavillon qui est devenu très célèbre à Paris. Et après, en 1927, il a construit ce bâtiment qui s'appelle le bâtiment de Melnikov, qui a été en fait sa maison familiale pour toute sa famille. Et il a construit ce bâtiment avec 2 demi-cercles, ce qui a été impensable à l'époque où tous les bâtiments à l'époque étaient très architecturaux, genre très carrés avec des formes très classiques. Bon, je voulais vous montrer la maison de Melnikov, mais comme par hasard, il y a les gros travaux. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le début de l'URSS, quand toutes ces maisons ont vu le jour, ok, elles sont super originales, mais les architectes à l'époque avaient très peu de moyens et tout ça a été construit, comme on dit, à l'aide des bâtons et de la boue. Toutes ces constructions sont super fragiles et à restaurer, c'est un vrai bordel parce que dès qu'ils commencent à toucher quelque chose, ça se casse à nouveau. Donc au lieu de restaurer, parfois ils cassent encore plus. Donc là, je pense que les gars, ils galèrent de ouf. Et aussi, ce qui est marrant, bon, dommage que là, avec les travaux, on le voit pas, mais c'est qu'il a des fenêtres octogonales. Club usine de caoutchouc. Et ici, on est aussi en présence d'un chef-d'œuvre de l'architecture de constructivisme qui a été aussi construite par Melnikov en 1929. Et ça, à votre avis, c'est quoi? Genre, c'est un palais, c'est un théâtre? Eh ben, pas du tout, non. Juste un club pour les employés de l'usine de production de caoutchouc. Donc c'est juste un endroit où les mecs de l'usine se posaient pour boire un petit thé et quelques shots de vodka. On va pas se mentir non plus. Parce qu'à cette époque-là, vu que c'était le communisme, c'était un truc pour les ouvriers, bah, du coup ils ont commencé à organiser des CE. Et donc les comités d'entreprise ont commencé à construire ce genre de bâtiments, genre des chefs-d'œuvre d'architecture, et tout ça pour des simples employés. Donc voici un des bâtiments de constructivisme. Donc le constructivisme, c'est une des branches de l'architecture qui a été inventée en URSS. Et ensuite ça a été beaucoup popularisé et en Europe et dans d'autres pays occidentaux. Mais tout ça, ça vient en fait de l'URSS. La Russie a été l'épicentre de bouleversements. Ce pays a vu apparaître des formes de représentation totalement originales, qui ne cessent encore aujourd'hui de fasciner. Donc c'est un style qui mélange le modernisme et la simplicité. Tout est assez minimaliste, basique, mais en même temps c'est un côté très futuriste. Tout est souvent arrondi. Et juste ici en face, il y a une très belle église. Centre culturel usine chimique de Frunze. Et ça aussi, c'est un chef-d'œuvre du constructivisme et c'est un club des chimistes. Ouais, là aussi le comité d'entreprise a beaucoup bossé pour avoir ce genre de bâtiment pour des employés chimistes. Les mecs, ils passaient leur temps à inventer la nouvelle bombe nucléaire et après ils venaient boire un petit thé ou une petite bière ici, quoi. Pareil, ça a été construit donc en 1929, donc au début de l'époque stalinienne. Staline voulait de l'Empire romain mais en plus simple. Comme pour Paris, il y a eu un afflux de la population rurale vers Moscou. Et il a donc fallu agrandir et adapter la ville. Élargissement de Moscou. Et l'histoire de Moscou sur ce point-là est similaire à celle de Paris. Mais bon, elle n'est pas aussi destructive. En fait, en 1935, lorsque la population a commencé à croître, Staline a décidé d'améliorer l'architecture de Moscou, à la rendre beaucoup plus accessible et plus habitable. Un concours pour redessiner un nouveau plan général de Moscou a même été lancé. Et selon un nouveau plan qui a été dessiné, il fallait absolument élargir les rues de Moscou. Parce que ici, on se trouve dans les rues actuelles de Moscou. Vous voyez, genre là, on est en plein centre. C'est une 2 fois 4 voies. Tu vois, en plein centre. À Paris, c'est inimaginable. Toutes les rues sont super petites. Et ben en fait à la base à Moscou aussi les rues étaient très petites, mais pour une meilleure circulation, pour un meilleur aménagement de la ville, pour de nouvelles constructions, pour de nouveaux bâtiments qui sont beaucoup plus gros, des bâtiments dignes de l'Empire romain, ils ont dû écarter toutes ces rues. Mais par contre, comment écarter les rues alors que des bâtiments ils sont placés? Genre là où je suis actuellement, il y avait un bâtiment et Staline a refusé de détruire tous les bâtiments comme Napoléon III à Paris. Du coup ils ont une idée, c'est déplacer les bâtiments. Vous imaginez ça? C'est dingue comme plan. Tu sais, il fallait déplacer des bâtiments comme avec une palette, tu mets en dos, hop, tu soulèves et tu déplaces. Куда? Куда? Остановите! Не двигайте мне домой! Я еще не успел изобразить. Là, on est sur la rue Tverskaya et c'est là où les déplacements de bâtiments étaient les plus célèbres. Ce bâtiment qui était là-bas était au milieu de cette route, là où les voitures circulent. Двор задвинули, чтобы построить сталинский дом новый по красной линии. Et tous ces déplacements se faisaient pendant que les gens habitaient à l'intérieur. Tu vois, pour pas déranger les gens, ils le faisaient pendant que les gens dormaient, par exemple. Donc imaginez, les gens, ils changeaient d'adresse dans la nuit, tu vois, pendant que tu es dans ton lit tranquille. Et une fois que les rues ont été élargies, il est arrivé le temps du stalinisme. Et à partir de 1929, lorsque Staline arrive au pouvoir, c'est un nouveau style architectural qui met en place. C'est l'architecture impériale stalinienne qui a vu le jour. Bien sûr, dans le style, ça s'est beaucoup inspiré de l'Empire romain. Tu vois, Staline, tel un César, il voulait de l'architecture italienne. C'est très à la mode. L'architecture doit être gigantesque et faire pression pour dominer la population. Oui, faut qu'elle impressionne. Ça, c'est de l'époque stalinienne, quoi. Du bœuf, de l'Empire romain en plus simple.
Et les architectures les plus marquantes et les plus connues de l'époque, c'est les bâtiments staliniens, c'est les gratte-ciel staliniens. Et là, on est devant l'université MGU, qui est le bâtiment stalinien le plus haut. C'est vraiment de l'architecture stalinienne classique. Regardez-moi ça, c'est assez massif, c'est impressionnant. Donc tout ça pour montrer au peuple qu'on est en place, qu'on est là, on est un État puissant, on est prêt à se battre contre tout le monde et on veut en imposer au monde entier. Et donc dans ce bâtiment, c'est une université, donc il y a des classes, il y a des cours et il y a aussi des résidences universitaires. Et il y a aussi des magasins, des théâtres, des centres de divertissement intégrés dans ce bâtiment. Et il y a un cliché qui dit que tu peux faire tes études dans cette université pendant par exemple 5 ans et ne jamais sortir de cette université. La maison sur le quai. Vous voyez cette maison? Elle s'appelle la maison sur le quai. Oui, parce qu'elle se trouve sur le quai. C'est un des bâtiments les plus staliniens où ont été accueillis les plus grosses stars de l'époque soviétique. Et bien ce bâtiment est devenu un des symboles des répressions staliniennes. Alors déjà, ils ont bien commencé, c'est que pour la construction de ce bâtiment, il a été prévu de détruire une église. Déjà, ça porte pas forcément bonheur. Mais ils ont réussi à changer d'avis, ils se sont dit bon, on va pas faire un truc aussi haram que ça. Mais ils ont fait mieux. Ils ont construit ce bâtiment sur un cimetière. Oui, c'est-à-dire ils ont détruit un cimetière, ils ont déterré des pierres tombales pour en faire les fondations de cette maison. Vous imaginez le karma dégueulasse de ce bâtiment? Mais par contre, ça n'a pas l'air de déranger les agences immobilières, non? Parce que les appartements dans ce bâtiment coûtent environ 1 million d'euros. À l'époque, c'était le plus grand complexe résidentiel d'Europe, avec plus de 505 appartements. Et tout ça dans le même bâtiment. Ils avaient des services de luxe à l'intérieur de l'appartement, ils avaient des vides d'ordures, ils avaient le chauffage, ils avaient même l'eau chaude. Pour vous dire, à l'époque, même au Kremlin, il n'y avait pas d'eau chaude et eux, ils l'avaient. Et donc tout le mur de ce bâtiment est recouvert en fait de panneaux mémoriaux comme ça, en fait, qui rendent hommage à tous les gens célèbres et très connus qui ont habité dans ce bâtiment. Donc il n'y a que des Rostas qui ont habité dans ce bâtiment et qui ont ensuite été déportés pour la plupart. Il y a des appartements où des familles entières ont été déportées dans la nuit. Il y a eu plus de 40 suicides, souvent de femmes, qui avaient tellement peur de se faire arrêter que dans la nuit, lorsqu'ils entendaient toquer à leur porte, elles ont préféré se suicider plutôt que d'essayer d'ouvrir leur porte par peur. Donc, vous imaginez un peu l'ambiance qu'il y avait chez les habitants de ce bâtiment? T'habites dans le luxe, mais ta peur, c'est une peur luxueuse aussi, quoi. Et ici, vous voyez, il y a des tout petits panneaux qui ont été mis en place par des indépendants, en fait, c'est pas du tout fait par le gouvernement. En fait, ici, ils rendent hommage à tous les réprimés qui ont habité dans ce bâtiment. Et ça s'appelle la dernière adresse, parce que ce bâtiment fut leur dernière adresse. On dirait une petite ville dans la ville, parce qu'ici à l'intérieur, en fait, t'as quasi tout. En fait, t'as un petit parc pour les enfants, t'as des commerces, donc t'as un théâtre, t'as de la manicure, t'as des salons de massage. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens très riches qui habitent ici. C'est souvent des stars, genre des politiques. Le théâtre se trouve juste ici, donc tu peux sortir de chez toi et genre aller au théâtre. Pratique. Après les Stalinka, c'est les Khrouchtchevka dégueulasses qui prennent le relais. Et après Staline, c'est Khrouchtchev qui arrive au pouvoir. Et lui, en fait, il commence à analyser les caisses de l'État et il comprend qu'ils sont à plat, qu'il n'y a quasi plus rien, que Staline a quasiment tout dépensé, que la guerre a coûté super cher et que surtout, tous ces bâtiments staliniens avec des ornements de malade, ça coûte hyper cher. Et surtout, à côté de toute cette élite, de tout ce peuple choisi par Staline qui vivait dans le luxe, à côté, tout le peuple normal vit dans les bidonvilles, dans les bas-fonds de Moscou. Et donc, du coup, Khrouchtchev décide de construire des bâtiments dortoirs pour les familles les plus normales. Pour la classe moyenne qui était à peu près 90% des habitations de l'Union soviétique. Et c'est ce genre de bâtiment. Mais en tout cas, vous voyez, à côté des bâtiments staliniens qu'on a vus tout à l'heure, ça c'est complètement différent. Genre, on voit ici genre juste de la brique, du bâtiment simple, aucun ornement, aucune décoration, vraiment du basique, du simple. Le mot d'ordre pour les architectes désormais, ce n'est pas de faire joli ou de la qualité. Non, c'est faire de la quantité, de construire en masse au moindre coût. Et donc ça, c'est la première Khrouchtchevka qui a été construite en 1958. Donc c'est vraiment la toute première, c'était un test en fait de ce genre de bâtiment, genre vraiment le plus simpliste possible pour les habitants. On voit vraiment, c'est du dégueulasse, hein. C'est des murs en carton, c'est de la brique toute fragile. Et si vous voyez par exemple, tellement ils étaient pauvres, les habitants, et tellement les cuisines étaient petites, qu'en fait il y a des gens qui n'avaient pas de frigo. Et vous voyez en fait ce genre de panier qu'il y a devant toutes les fenêtres, c'est le frigo naturel. C'est-à-dire quand il fait froid en Russie, en fait les gens ils mettent leurs produits au frais à l'extérieur. Donc tout ça c'est des frigos. Et donc par contre il faut les protéger parce que les mecs du coup ils peuvent passer et prendre une petite bouteille de bière que tu as mis dans le frigo. Donc vous voyez il y a des tuyaux d'eau qui sont juste à l'extérieur ici. Ça c'est dégueulasse. Tout est comme ça. Hein, ils n'aiment pas trop que je parle devant leurs fenêtres. Regardez-moi ce genre d'entrée. Dégueulasse, ça a été fondu on dirait. Une grosse partie de la population russe habitait dans ce genre de bâtiment.
Là, c'est vraiment du cliché soviétique. On a l'impression d'être dans un film d'auteur russe avec des familles, avec de la violence conjugale. Vous avez vu la propreté de ces fenêtres? On dirait des fenêtres teintées alors que c'est juste de la saleté. Les banlieues futuristes de Paris. Comparé à d'autres villes européennes, Paris n'a pas trop souffert durant l'occupation allemande. Quasi la totalité de ces bâtiments sont restés intacts, heureusement. Cependant, durant les années 60, avec l'afflux des immigrés, une crise de logement a éclaté. Il fallait construire plus de logements sociaux. Et durant les années 70-80, des bâtiments vraiment uniques, on dirait sortis tout droit des films de fiction futuristes, ont vu le jour à Paris. Ah, les architectes, ils devenaient fous. Ah, ils se régalaient avec de grands projets. Et surtout, en utilisant les vastes espaces des banlieues parisiennes, ils ont donné naissance à des bâtiments incroyables, vraiment du jamais vu, avec des formes et des structures mais étonnantes. Par exemple, les espaces Abraxas et les arènes Picasso. C'est des projets de grands logements, donc des banlieues à Noisy-le-Grand. Et vous avez vu la forme que ça a? On dirait vraiment un truc sorti du futur. Ah, ils pensaient vraiment résoudre la crise des logements dans les banlieues dans les années 60-70. Mais ça n'a pas trop marché. Tellement c'était flippant qu'en 2014, ce bâtiment a servi de décor glauque pour le film Hunger Games. Cette construction, malheureusement, n'a pas transformé la ville ni attiré la jeune population. Oui, parce qu'un décor de Hunger Games, ça attire pas la population normalement. Et au final, même le créateur a qualifié son bâtiment d'échec architectural. Abraxas reste une erreur unique inscrite dans l'histoire. Encore, on se rappelle du projet des tours nuages à Nanterre, avec des fenêtres en forme de gouttes d'eau. C'est les gouttes de sueur de l'architecte. D'ailleurs, des psychologues ont démontré que les gens ils deviennent fous dans des espaces habitables qui n'ont pas de murs droits, qui sont tous en ondes comme ça. Donc là-bas, c'est normal que les gens sont devenus fous. Et Paris fait partie des rares villes où il y a autant de projets fous et incompatibles avec rien, avec des idées aussi folles et aussi absurdes. Et aujourd'hui, toutes ces zones pseudo-futuristes sont devenues des zones abandonnées. Et pendant la même période en Russie, la standardisation des bâtiments est à son apogée. Sous le nouveau président Léonid Brejnev, c'est le tour des Brejnevka. Et en Russie, à peu près dans la même période, dans les années 70-80, ils construisaient pas du tout des bâtiments futuristes, non. C'était plutôt des bâtiments austères, de ce type-là, qu'on appelait les Brejnevka, en l'honneur du secrétaire général qui contrôlait tout l'URSS, qui était Léonid Brejnev. Ces immeubles qui étaient tous gris, tristes et surtout identiques, ont envahi à peu près tout le pays. Donc ces bâtiments, les Brejnevka, sont un peu mieux que les Khrushchevka, ils sont un peu plus spacieux, un peu mieux aménagés, mais c'est quand même du bâtiment dortoir. Des appartements pour des familles, juste pour vivre et fermer sa gueule. Aucune originalité, aucune personnalisation, à part ce bâtiment-là. Donc c'est une Brejnevka, il a été construit dans les années 1970. Et en fait, ce bâtiment, c'est le Brejnevka Donut. C'est un bâtiment donc, qui fait un tour comme ça, c'est un donut de 155 mètres de diamètre et il y a 900 appartements ici. Ils ont construit celui-là, en fait, c'était un test. Ils se sont dit, pourquoi pas construire une seule Brejnevka un peu plus originale en forme donc d'un donut. En russe, c'est un boublik. Donc vous voyez, genre c'est le même type de balcon, le même type de petites fenêtres, tout est ici identique, il n'y a pas d'ascenseur parce que c'était beaucoup trop cher à l'époque. Ici aussi c'était bourré et tu te trompes de porte d'entrée, pareil, tu peux rentrer dans un appartement sans même te rendre compte que c'est pas ton appartement, tout est à l'identique. Et ça c'est de la Brejnevka classique, vous voyez donc du gris, du monotone, du identique, c'est tous pareil. Ça c'est un peu équivalent des banlieues françaises, sauf que c'est pas du tout dangereux comme dans les banlieues lointaines à l'extérieur de Paris, c'est plutôt vraiment du quartier de dortoir pour famille. Ce qui est marrant c'est que juste ici, dans le fond, on voit des gros bâtiments modernes, de la construction des années 2020, du tape à l'œil. Les familles qui habitent ici, ils se passent les appartements en fait de génération en génération. Ces appartements-là, ils se vendent quasi pas en fait, c'est juste transmis de famille en famille. Et ces constructions continuent ainsi jusqu'à la chute de l'URSS. Mais dans les années 90, un nouveau style de folie vient les remplacer. C'est l'architecture Louchkov. Ce bâtiment est sans doute le reflet le plus éclatant du style de Louchkov. Après la chute de l'URSS, la Russie a connu les folles années 90, marquées par l'absence de lois et de règles. Totalement. Et certains individus russes et rusés ont su comment s'enrichir dans cette période de crise. Et bien sûr, vu que déjà les lois et les règles n'existaient pas, les normes de construction étaient encore moins existantes. Les gens pouvaient construire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient. Et forcément, ceux qui avaient de l'argent à l'époque, les oligarques russes, ont commencé à construire des maisons extravagantes à Moscou. Et le maire de Moscou à l'époque était Yuri Louchkov. Et tellement il autorisait tout type de construction que le style architectural des années 90 lui a été destiné. Donc ils ont commencé à
appelé ça le style architectural de Louchkov. Et lui, on était fiers, alors qu'il a donné naissance à ce genre de bâtiment. À l'époque, les Russes, c'était des mauvais riches. En fait, ils ne savaient pas comment être riches. Ils n'ont jamais été riches auparavant. Et donc, d'un coup, ils reçoivent énormément d'argent. Donc, ils regardent tout ce qu'il y a dans les films, tout ce qu'il y a dans leur imagination. Ils essaient de le matérialiser. Et du coup, par exemple, un des oligarques russes a décidé de construire une maison en forme d'un œuf de Fabergé. Donc, c'est vachement précieux, un œuf de Fabergé. Mais pas quand c'est une maison qui est faite avec ça. Réalisée par l'architecte Sergei Tkachenko entre les années 2000 et 2002. C'est une structure donc métallique avec des briques rouges recouvertes par-dessus et un toit en cuivre. Et au final, l'oligarque qui s'est fait construire ça n'a quasi jamais habité là-dedans. Parce qu'en fait, psychologiquement, c'est super badant d'habiter dans une maison ronde. Tu peux pas mettre un meuble normalement contre un mur. Tu vas mettre un canapé. Tu peux pas accrocher une télé sur un mur parce que tous les murs sont ronds. Et au final, les enfants de ce mec, aujourd'hui, galèrent à vendre cette maison. Parce qu'à la base, elle devait coûter 12 millions de dollars. Mais après, genre, vu qu'il galérait tout le temps à la vendre, il galérait, elle est tombée à 6 millions. Puis aujourd'hui, les dernières annonces étaient à 3 millions 9. Toi, ça te tenterait d'acheter une maison comme ça à 3 millions 9? C'est pas du tout agréable et pas du tout pratique à habiter, mais c'est original. En plus, ça se trouve dans le centre de Moscou. Et sans doute, l'un des exemples les plus frappants de ce style complètement absurde des années 90, c'est le théâtre, etc. Il présente vraiment une accumulation d'éléments architecturaux les plus incompatibles les uns avec les autres. Regardez-moi ça, mais vraiment, genre, on dirait que c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné un truc qu'il a voulu. Genre, ah ouais, je veux une maison comme ça, avec une fenêtre grande, après une petite fenêtre, avec une tour. On dirait vraiment qu'il y a plusieurs architectes qui ont travaillé sur ce projet, mais sans jamais se consulter. On dirait qu'il y en a un qui a dit, moi je fais cette partie-là, moi je fais cette partie-là, moi je fais des colonnes. Et une fois qu'ils sont réunis le jour J, ils se sont dit, ah merde. À la base, l'idée elle-même est tirée du postmodernisme, mais très naïvement interprétée. Parce que là, c'est du compost-modernisme. Et tout ça à cause du rideau de fer. Parce qu'en fait, les architectes soviétiques, ils n'avaient pas la possibilité de voyager dans d'autres pays européens ou occidentaux pour découvrir ce postmodernisme. Et du coup, ils l'ont fait en fait comme ils le sentaient. Ils se sont dit, ok, modernisme, postmodernisme, on va essayer de faire du n'importe quoi, on va essayer de choquer. Et ben forcément, quand tu vois des fenêtres comme ça, effectivement, c'est choquant. C'est tellement choquant que ça en donne presque la nausée. Honnêtement, quand on regarde ce bâtiment, on dirait pas plutôt un casino, tu sais, un truc super kitsch où tu as envie de venir bourrer pour dépenser ton argent. Et pour vous dire que même l'architecte qui a construit ce bâtiment, qui s'appelle Alexandre Velikanov, il a refusé d'être l'auteur de ce projet. C'est-à-dire, il a demandé de barrer son prénom et son nom de partout. Modernité et futurisme. Les Russes ont basculé dans l'architecture des gratte-ciel. Comme par exemple Moscou City. Moscou City, c'est le business centre de la capitale. C'est genre la Défense, c'est le Wall Street de Moscou. Les premiers plans de ce quartier d'affaires ont été élaborés en 1991, donc encore à l'époque soviétique, mais bien sûr, les constructions n'ont pas débuté tout de suite quand l'URSS s'est effondré, ça a débuté dans les années 2000. On dirait que tous les ans, il y a de plus en plus de buildings. C'est vraiment magnifique, genre tout est moderne là-bas, c'est un centre d'affaires, donc c'est du business là-bas. Il y a toutes les grosses entreprises qui ont leur tour individuel. Il y a des gros hôtels, il y a des gros restaurants luxueux. Et à côté de cette réputation donc de business centre, ce quartier a aussi une grosse réputation de débauche luxueuse. Tous les gens qui gagnent de l'argent facile habitent dans ce genre de bâtiment et il y a forcément beaucoup de prostitution, d'escorte et tout ce qui va avec ça. Donc beaucoup de vente de drogue. Tout ce qui est illégal et qui plaît aux riches, tu peux le trouver à Moscou City. Et aussi Moscou City, c'est une des preuves en fait qu'on peut construire quelque chose de luxueux avec du goût. En fait, les Russes riches ont commencé à avoir du goût parce qu'ils ont commencé à beaucoup plus voyager en Europe, dans d'autres pays. Ils ont vu en fait comment on peut dépenser de l'argent intelligemment et comment en fait montrer sa richesse de façon décente et intelligente. Donc du coup, ils ont commencé à faire appel à des bons architectes. Bien sûr, beaucoup d'habitants de Moscou, ceux qui aiment le Moscou ancien, détestent ce quartier parce que forcément, c'est quelque chose de moderne, quelque chose de nouveau. C'est des bâtiments en fait qui vont contre la construction soviétique, contre les bâtiments staliniens, c'est beaucoup trop européanisé, beaucoup trop occidental, mais moi je trouve que c'est un pas en avant vers le luxe avec du goût. Donc on se rapproche carrément de Dubaï avec tous leurs gros buildings là, et toutes les accommodités, tout le confort dans le même bâtiment. Là aussi on a des bâtiments modernes, ça se rapproche pas mal des bâtiments qu'il y a dans le 13e arrondissement à Paris, qui sont construits en mode super moderne. Par contre ici c'est pas des logements sociaux quoi, c'est vraiment du méga riche qui habite ici. En plus avec une belle vue sur la rivière Moscova. La modernité à Paris avec le business centre de la Défense. En équivalent, à Paris, on a le quartier de la Défense. Tout a commencé dans les années 50, quand on a voulu créer un quartier d'économie ultra moderne. Parce qu'à la base, là-bas, c'était un champ de boue avec quelques usines. Alors,
Imaginez la surprise des habitants quand, au milieu de cette boue, ils ont commencé à voir des buildings émerger. À tel point qu'en 1989, pour fêter son anniversaire, le quartier de la Défense a décidé de construire sa propre arc de triomphe, la Grande Arche. Ça ressemble un peu à un gros Rubik's Cube, mais en marbre blanc. Par contre, le bon point de la Défense par rapport à Moscow City, c'est qu'il y a une bonne planification. Tout est à peu près bien planifié, c'est facile d'accès et tu t'y perds pas. Parce qu'à Moscow City, c'est un vrai labyrinthe du tournoi des 3 sorciers de Harry Potter, je vous jure. Fait étonnant, c'est que la Grande Arche est tellement grande qu'on peut insérer à l'intérieur, genre Notre-Dame de Paris. C'est en entier comme ça, à l'intérieur. Par contre, les employés du quartier, des trucs où ils sont vraiment pleins, c'est les vents violents qu'il y a à l'intérieur. Là-bas, tous les employés se transforment en Mary Poppins. La Défense, finalement, c'est l'endroit où la modernité et l'absurde se rencontrent avec le style. Il y a tellement de bâtiments et de constructions fascinantes, que ce soit à Paris et à Moscou, tellement original, tellement sorti d'un film de science-fiction digne des Avengers. Si une vidéo sur les bâtiments les plus fous et originaux vous intéresse, commentez bâtiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver vendredi prochain, ce qui veut dire qu'elle va arriver mais vraiment très bientôt.